avec ceux de l'époque des poèmes classiques. Donc il fait aussi quelque chose de très paradoxal, d'où aussi des querelles de byzantins qui peuvent nous ramener à la querelle de métrique du XVIe. Il y a aussi cette possibilité d'aller très loin dans une dimension assez écrite. Et oui, en Bosnie, vous en auriez trouvé beaucoup à Sarajevo. Il y a des grands poètes turcs et des bons lettrés en persan à Sarajevo au XVIIe siècle. Le monde détruit, mais le monde crée aussi. Je peux juste un mot sur une autre remarque, et après, je ne m'ouvrirai plus. Ce que vous disiez sur le plurilinguiste royal, parce qu'en fait, en réalité, si on regarde, si on met de côté la France, de toute façon, on a réglé la question des rois il y a longtemps, et puis on ne parle pas de d'autres langues, mais dans toutes les familles royales jusqu'au XXe siècle en Europe, les rois étaient plurilingues, et il parlait, si vous prenez Elisabeth d'Angleterre, elle parle un français impeccable, et elle a à peine l'accent, mais c'était pareil pour Elisabeth de Russie, c'était pareil pour... Enfin, elle avait rien d'autre à faire dans sa jeunesse. Non, mais c'est pas ça, non, c'est pas ça, parce que je prends du temps, mais dans le cours, il était plurilingue. Tu avais des rois qui, par exemple, éventuellement ne parlaient pas vraiment la langue vernaculaire du pays. Oui, voilà. Par contre, ils parlaient beaucoup de pas n'importe quelle langue non plus, les changements sont intéressants. Et donc, ça a sûrement une certaine symbolique, le fait que dans la famille royale, tu apprends plusieurs langues. Et lesquelles? C'est Marie-Thérèse parle au hongrois en latin, qui la comprenne en latin, pour des raisons politiques au début de son règne, tandis que François-Joseph est éduqué entre 6 ou 7 autres langues en hongrois. Un siècle après, les choses ont changé. Le rapport politique et symbolique à la langue a changé. Mais oui, certainement. David. Je vais essayer de bien le conduire. Il y a beaucoup de points que j'aurais aimé aborder. Et à vrai dire, au début, je voulais vous poser une question, vous demander votre diagnostic sur le passage du moyen français au français classique. Alors, ce n'est pas exactement votre champ de compétences. Non, j'ai des idées. En tout cas, je suis convaincu que vous auriez des choses à dire, mais moi, je vais vous proposer un diagnostic, parce que j'ai le temps de réfléchir. Et je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas envisager deux sortes d'idéologies linguistiques. Disons une idéologie externe. C'est celle que vous avez présentée, c'est celle qui consiste donc à prendre comme référence ultime, comme absolue, comme valeur symbolique supérieure, certains états de langue reconstruits, peu importe, et d'essayer de confirmer la langue et cette image pour lui faire retrouver des valeurs perdues. Ça, c'est une chose, et vous avez donné beaucoup d'exemples extrêmement intéressants pour ma part. Et que se passe-t-il en fait du moyen français au français classique? Il y a l'application d'une sorte d'idéologie interne, à savoir que subitement tout le monde a commencé à s'intéresser, à avoir un regard, une attitude réflexive vis-à-vis de sa propre langue et s'intéresser aux possibilités de signification, aux contours des sémantismes de chaque mot. Les discussions n'arrêtent pas. Au XVIIIe, on parle politique. Au XVIIe, partout dans les bistrots, partout on parle de langue. On évalue les forts, on les stabilise, on les contraint, on ajuste, etc., etc. Donc en fait, il y a comme l'application d'une idéologie au sens d'une pression raisonnée, enfin raisonnée en tout cas décidée sur les formes linguistiques, mais non pas pour reconquérir un absolu perdu, mais au contraire pour rendre au système linguistique la plénitude de son potentiel orienté, parce qu'il s'agit de créer du concept. Et c'est pour ça qu'on y est toujours dans cette langue. Alors, que pensez-vous de ce diagnostic? Ça ne me paraît pas... D'abord, on est assez loin par rapport aux périodes dont j'ai parlé. Bon, c'est toujours quelque chose du XVIIe siècle. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça, du XVIe siècle. Mais c'est toujours le même problème. Donc, je verrai pas de ça avec une grande difficulté, disons, parce que à la fin, malgré tout, ces remplacements systémiques se font. L'idéologie du latin est très prégnante et puis elle finit tout de même par se désagréger en profondeur, en modernité. Et pour moi, c'est vraiment le moment où il y a eu des interférences, comme vous le savez, avec l'italien, avec l'espagnol, mais malgré tout, le latin aussi était encore très présent. Bon, au XVIIe siècle, le latin, c'est tout de même les derniers bastions. C'est au niveau européen, c'est tout de même le moment où on commence à produire plus de livres dans les langues vernaculaires qu'en latin. On arrive seulement à ce moment-là, mais le moment se fait. Et à partir du moment où le remplacement s'est fait, bon, ben, il s'est fait. La langue
la langue a récupéré les charismes de l'autre, elle n'a plus besoin de parler de l'autre. Encore que vous savez bien qu'il y aura des effets d'arrière-garde, bon, les petites disputes, l'arc de triomphe doit-il être en latin ou en français, ceci, cela. Mais oui, effectivement, je partageais le diagnostic sans grand problème. Quand l'effet de concentration sur la forme se reporte définitivement sur l'autre langue, sauf que en tant qu'historien tentant de faire un petit peu de sociolinguistique historique, je pense que ça vaut le coup d'étudier vraiment la chose sur le temps long, en marquant les moments de crise et d'apogée, les moments d'accélération, comme celui que vous avez décrit, sans évacuer pour autant la possibilité que les interférences entre les deux systèmes se continuent pendant pas mal de temps, avec un moment de remplacement maximal, et puis un moment où ensuite le latin sera vraiment en décélération, mais continuera tout de même assez fortement ses interférences, mais pas sur le même rythme. J'y pensais en donnant avec une collègue spécialiste de latin humaniste un cours où on a essayé de détricoter une très longue période du premier humanisme italien des années 1400, de Leonardo Bruni, sur l'éloge de Florence, à des étudiants qui n'étaient plus habitués à d'aussi longues périodes. Et puis aussi en songeant que la collègue n'avait pas forcément un discours indirect aussi bien réglé un peu plus jeune que moi, que l'auraient les gens de la génération d'avant, parce que nous sommes peut-être à la première génération de Français où le très lointain écho des modèles classiques qui influençaient de manière souterraine le français classique en majesté n'existe vraiment plus du tout dans la langue, et où donc on est en train de dérégler ces mécanismes, de réinventer quelque chose d'autre au niveau du discours indirect, en stylistique, parce qu'on est sorti de ce moment. Enfin, pour moi en tout cas, en tant que citoyen et en tant que francophone, j'ai l'impression qu'on est vraiment sorti du modèle classique depuis quelques décennies, mais oui, ça m'irait. Je rajouterai juste une petite touche, tout rassuré de votre jugement, en me demandant dans quelle mesure, justement, il n'y a pas ici c'est le côté un peu ambigu, c'est l'élaboration d'une conscience de locuteur. Parce qu'au fond, tant que les références sont externes, on est dans le cadre d'une évaluation entre guillemets normative, hein, pas au sens sémiotique mais normative, ça veut dire où il y a un référentiel externe dont l'existence de l'objet ne dépend pas. On dit que lorsqu'on entre dans une conscience de grammaticalité, disons approximativement, on est face à une conscience de l'existence même de son objet. C'est-à-dire qu'on ne peut plus altérer les formes si on veut rester dans l'univers de la langue. Tandis que le locuteur que vous nous avez décrit du Moyen-Âge, il peut, et le moyen français est l'exemple, Rabelais n'écrit pas la même langue au début et à la fin de sa vie. Il y a une espèce de mouvance absolument invraisemblable qui fait que la conscience du locuteur n'est pas de la même texture. Il n'y a pas cette même présence de la nécessité des formes et de la stabilisation des pensées. Voilà. Ah mais ça j'en suis persuadé, et c'est pareil, on peut la faire à tant de degrés. Vous savez qu'il y a un ou deux articles d'une collègue à Gondeux excellents sur le début de la nomination du français en français, et on appelle le français très tard par rapport au moment où on l'écrit. On commence à appeler le français régulièrement à la fin du XIIe et au XIIIe siècle, si je me souviens bien, alors qu'on écrit tout de même en français ponctuellement depuis pas mal de temps. Avant on appelle ça vaguement roman, comme des tas d'autres gens dans la Romagna, ce qui montre que la conscience linguistique émerge. Alors, c'est pas du tout le même stade d'émergence, mais cette histoire d'émergence de la conscience linguistique, ça oui, évidemment. À partir du moment où on voit les discours changer et la normativité arrive, effectivement, quand la conscience est vraiment totalement activée. Oui, ça, j'en suis. Et le problème de l'arabe aujourd'hui, c'est aussi ça. On définit langue par ce qu'elle est. Et tant que les arabes continuent à dire, enfin le problème ou la chance, parce que c'est aussi une chance, tant que les arabophones continuent à dire nous parlons l'arabe, nous ne parlons pas 23 langues différentes, ça restera l'arabe. Du jour où ils décideront de dire nous ne parlons pas l'arabe, nous parlons 23 langues différentes, l'arabe n'existera plus, puisqu'ils parlent des langues très différentes à certains niveaux de langue. Et on est dans le même problème de conscience. Bon, des très très fins vous soutiendront tout de même que le marocain et l'égyptien sont au fond pas très différents. C'est une toute petite citation de Saussure pour conclure, qui se posait justement la question, est-ce que l'analyse du grammairien ne va pas au-delà de la conscience du locuteur? Oui. Voilà. Sauf qu'elle se surimpose, elle devient la conscience. C'est ces effets. Il y a des effets politiques aussi qui jouent. Oui, pourquoi les Hollandais, ils parlent néerlandais, pas allemand, alors que c'est parce qu'à un moment donné, pour des raisons politiques, ils ont décidé
décidé que leur langue est des langues, alors que Oui. ça est quand même très très proche jusqu'au milieu du cœur de l'Allemagne, il y a des gens qui parlent ce qu'on appelle de Dutch, qui est rationnellement la même chose que du néerlandais. Ou le corse, le Langausbau dans la construction, la construction identitaire. En tout cas, vous m'avez donné très envie de lire votre livre. Ah, c'est gentil, c'est vraiment compliment. Ouais. Je sais que j'ai eu la prose prolixe et baroque, là, je me sentais. Enfin, c'est très très longue période perdue, mais ça arrive. C'est la contamination par le cours de latin humaniste de l'heure précédente. Malheureusement, je vais souffrir à cause de ça. D'ailleurs, on va être un peu obligé de s'en tenir là. Mais bon, moi je voulais effectivement, j'avais des tas de choses à dire aussi, mais peut-être que je vous enverrai un mail pour vous poser quelques questions. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais merci à vous d'avoir supporté.